quand vous voulez. C'est une exposition, Chiara Parisi, face à Arcimboldo, que on pourrait dire que vous portez, en tout cas une exposition sur Arcimboldo, que vous portez depuis longtemps. Oui, face à Arcimboldo sans Pompidou-Metz, c'est en quelque sorte un rêve que j'ai depuis donc, les collèges, depuis que je suis petite. Et ben, en tant qu'Italienne, dès tout de suite, on travaille, on voit des artistes, des peintres. Donc c'était pour moi une découverte jeune. Et que bien après, j'ai découvert, donc c'était une exposition que j'avais vue. L'exposition que j'ai vue à Venise, à Palazzo Grassi, en 1987, conçue par Pontus Sulten. Et Paul Pontus Sulten est le premier directeur de Centre Pompidou Paris. C'est le grand directeur de Centre Pompidou Paris. Donc je me suis dit qu'un jour, j'ai eu un grand musée, j'aurais célébré ces grands artistes qu'on trouve de plus en plus contemporains, notamment pour la question environnementale et du paysage qu'ils portent vraiment dans ces peintures. C'était vraiment une volonté pour vous de rassembler des artistes d'époques différentes? Oui, absolument. Notre mission, c'est l'art contemporain et l'art moderne. On a la collection de Centre Pompidou part de 1908. Donc les grands bassins de cette exposition, c'est des artistes surréalistes, comme Marais, Max Ernst, plutôt que Magritte, par exemple. Et notre mission, c'est surtout la découverte aussi des artistes contemporains, des artistes vivants. Mais les rapports à l'origine, à Pompéi, comme à des plafonds du Moyen-Âge et de la Cour d'Or, c'est sur notre exigence. C'est-à-dire, c'est vraiment, on croise les époques et les dates sans aucun préjugé. Et même on voit qu'ils sont toujours très actuels, les artistes, ils sont tous de la même époque, c'est-à-dire ils sont tous contemporains, même si c'est des siècles différents. Giuseppe Arcimboldo, c'est un artiste du XVIe siècle qui est après complètement tombé dans l'oubli, et il y a eu une vraie renaissance, redécouverte au XXe siècle. Oui, comme toute la période, on peut dire post-Renaissance. Il y a ces grandes figures qui sont Michel-Ange et Raphaël, mais à la suite, les élèves de ces grands maîtres ont été vraiment mis de côté par l'histoire de l'art, ce qu'on appelle la courante maniériste. Maniérisme, c'est un terme péjoratif, ça veut dire qu'ils faisaient la manière de Michel-Ange plutôt que de Raphaël. En effet, c'était des immenses artistes qui ont anticipé le baroque. Donc c'était quelques années qu'on trouve les artistes contemporains, ils trouvent profondément contemporains vraiment. Et donc Arcimboldo est tombé dans l'oubli, mais en plus son art, que c'est pour nous aujourd'hui c'est très populaire, c'est très fascinant. Son art, c'est portraits faits par des fruits et légumes, et comme des éléments de la mer ou des objets, c'était complètement incongru, c'était incompréhensible. Donc pendant 5 siècles, il était oublié, et notamment par les surréalistes, était complètement réinterprété. Il y a eu une grande exposition au MoMA dans les années 30, et c'est là qu'Arcimboldo fera son apparition à côté des grands mouvements surréalistes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des artistes de la région? C'est parce qu'il y a des artistes parmi les 130 qui sont de Lorraine ou alors... Oui, assez de près. Donc dans l'exposition, nous avons des grands prêteurs avec les offices de Florence, les Louvres, évidemment Centre Pompidou Paris, la Tate à Londres. Il y a des prêts qui étaient vraiment nécessaires, vu la valeur artistique et historique qu'ils portent, notamment le plafond du bestiaire de la Cour d'Or de Metz. On a des dessins très très beaux du musée des Beaux-Arts de Nancy. On a les maîtres archimboldesques, qui c'est du musée d'histoire de Strasbourg, et aussi des artistes de la région, comme Patrick Noé, qui nous prête des masques, une nouvelle masque sublime qui est représentée dans l'exposition. Donc cette interface au niveau des territoriales et de la région, c'est une évidence, c'est nécessaire, parce qu'évidemment la région est très très riche. Et donc c'était pour nous naturel de les inviter dans l'exposition avec les grands prêteurs. Juste une dernière question, c'était un artiste qui ne produisait pas beaucoup. Comment vous l'expliquez qu'il n'ait pas fait finalement beaucoup d'œuvres? Oui, on ne sait pas, c'est très mystérieux. C'est vrai qu'il nous reste une trentaine d'œuvres. On pense parce que déjà elle voyageait beaucoup, elle était à la cour des Habsbourg, donc elle était vraiment paladin de l'empereur. Vous imaginez, il parlait aux empereurs, à 3 empereurs. Donc il faisait ses tournois, il faisait ses fêtes, il faisait sa collection, et il faisait aussi sa littérature. Il était aussi un agitateur intellectuel. Et il avait ce grand talent que c'était de la peinture et les dessins. Donc aujourd'hui, il nous reste 30 tableaux, 35 on pense, mais peut-être il en a fait beaucoup plus. Il semble qu'il était très lent. Il peignait avec des pinceaux assez fantastiques, assez sophistiqués. Peut-être il avait ces tableaux qui sont tous du même format, donc on peut voyager avec de façon très confortable, on peut dire. Donc tout ça va avec son mystère. Mais il a eu un grand atelier et beaucoup, pas d'élèves en réalité, parce qu'il n'a pas eu c'était pas un leader d'un studio, on peut dire, comme on pourrait dire aujourd'hui. Il avait des personnes qui l'ont adoré, et surtout il avait beaucoup de demandes.
Et donc lui, il ne pouvait pas ou il ne voulait pas le faire et il le faisait d'autres pour lui. Mais on voit une énorme différence entre ces tableaux, notamment ici dans l'exposition, on peut voir son plus beau tableau, qui est les printemps de Madrid, de l'Academia de Madrid, où évidemment les saisons du Louvre, on voit une énorme différence entre son travail et ce qu'ils ont fait à sa manière, on peut dire. Donc, et le musée de Madrid dans lequel est exposé ce tableau a accepté de vous le prêter, donc de prêter son chef-d'œuvre ici à Metz pendant 6 mois. Absolument. Il nous a autorisé à exposer la Joconde, l'ère Joconde, où tout le monde va à Madrid aussi pour voir son Arcimboldo. Arcimboldo dans notre exposition à Metz pendant 6 mois. Donc c'est un trait de grande générosité, comme aussi les offices sur les Louvres évidemment. Parce qu'en plus aujourd'hui, heureusement, les musées sont ouverts et on sait qu'évidemment les saisons du Louvre sont très très visitées par les publics. Ils seront pendant 6 mois, donc jusqu'au 22 novembre chez nous à Metz. Ouais. Réussi aussi à faire décrocher des vitraux de la cathédrale à Milan, réussi aussi à faire venir des œuvres de Pompéi Herculanum. Personne ne vous a, tout le monde a accepté vos demandes. Oui, il a accepté le challenge. Donc l'archevêque du Dôme de Milan, il a accepté qu'on puisse démonter les vitraux. C'est une production quand Arcimboldo était très jeune, il travaillait avec son père à Milan, c'est là qu'il est né. Et donc il a accepté. Donc quand on voit dans les dômes de Milan, il est grandiose, c'est très très grand. Donc on le voit des bas, ils sont tout petits, mais les filles ils font presque 1 mètre. Et ils sont très colorés avec des éléments naturels qui seront caractéristiques pour son travail à la suite. Et c'est vrai qu'on voulait commencer par Pompéi et Herculano. Et donc c'est le musée archéologique de Naples qui nous a prêté. Notamment avec ces fresques, avec la présence de la masque, que c'est un de ces sujets que nous explorons dans l'exposition. On est en face, on est à côté du centre commercial Muse, mais on va trouver donc ici au centre Pompidou-Metz des fruits, des légumes et des chaussures. Vous allez concurrencer Muse? Non, on ne peut pas avoir de concurrence à Muse, hein. Mais on espère que les publics qui vont à Muse, ils viennent au centre Pompidou-Metz et notre public, il peut tranquillement aussi retrouver à côté de Muse. C'est vrai que l'exposition, et Arcimboldo notamment, il intègre dans son travail, si remarquable et si adoré, des éléments qui sont apportés de tout le monde. Hein. Donc des fruits et légumes, comme vous dites, des poissons, des livres. Et ça, c'était vraiment sa grande capacité. Donc on trouve aujourd'hui que c'est un génie, c'est un grand artiste peintre, mais il y a des artistes contemporains et du XXe, comme Marcel Duchamp aussi, qui utilisent des objets des quotidiens qui ont la même grandeur que ces tableaux. Et normalement, cette exposition aurait dû être Galerie 3 ? Oui, l'exposition d'Arcimboldo née au début, il y a 1 an et demi, en Galerie 3. C'est la galerie aujourd'hui qui accueille Chagall. Chagall est prolongé jusqu'à la fin août. Et donc, il y a 1 an maintenant, donc il y a moins d'1 an, nous avons réfléchi évidemment, on ne va pas la faire à la suite de Chagall, comme était prévu, mais à trouver une autre salle. Et la salle libre, c'était la Grande Nef où nous sommes aujourd'hui. Et comment vous avez conçu l'aménagement de la Grande Nef pour accueillir cette exposition ? Alors, on voulait garder absolument l'effet chic urbain des gens des Gâtines. On voulait que les publics retrouvent l'architecture de son Pompidou-Metz, et même retrouver les parvis, les baies vitrées, ces grandes ouvertures. Et nous avons appelé des architectes, des jeunes architectes Berger, pour concevoir cette scénographie qui est assez particulière. Elle est en béton cellulaire, donc pour presque construire un bourg ou une petite citadelle ou un labyrinthe aussi en quelque sorte. Donc la scénographie, elle est créative autant que les tableaux, les œuvres dans l'exposition. D'ailleurs, dans le forum, l'œuvre qui y est installée fait penser à des œuvres d'Arcimboldo. Absolument. L'installation dans le forum aujourd'hui, elle est confiée à la grande artiste française Annette Messager. Et Annette, donc l'exposition commence dans le forum avec ces grandes voilières. Des animaux avec des camouflés. Et donc, il fait référence évidemment à l'exposition d'Arcimboldo dans la Grande Nef. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.